WebTech du mois d'octobre sur la cybersécurité. Comment renforcer sa stratégie cyber avec un retour exceptionnel d'expérience de l'Union des aéroports français pour ce WebTech. Donc, on va patienter quelques secondes pour faire entrer les participants et je vais vous présenter l'agenda. Donc, bonjour à Nicolas, bonjour Yves. Nos speakers sont ici, vous les voyez. Donc, on a voulu traiter ce sujet aujourd'hui. Ça nous semble un peu plus original et puis très concret en même temps. On sait que la cybersécurité et l'aviation en général, c'est un enjeu critique. Une attaque cyber sur un aéroport peut avoir des conséquences majeures et un maintien en condition opérationnelle des systèmes, bien sûr, essentiel. Donc, on a voulu traiter ce sujet parce que on a un retour d'expérience très concret sur la protection, la cyber-résilience lors d'un grand événement qui ont été les Jeux Olympiques et paralympiques de 2024. Donc, vous allez apprendre pendant ce webinaire, pendant ce WebTech, comment anticiper, comment détecter, comment atténuer aussi les vulnérabilités. Et je le disais, l'Union des aéroports français qui fédère, on va le comprendre, les différents aéroports donc, sur le territoire, partagera son retour d'expérience sur la mise en place d'une vraie stratégie de renforcement cyber, du diagnostic initial jusqu'au déploiement d'un plan d'action très complet. Et jusqu'à présent, en tout cas, ça a été avec succès. Alors, sans plus attendre, je vous présente le déroulé de ce webinaire. Donc, j'en profite pour vous dire que nous sommes en train de construire un nouveau catalogue, justement, des solutions cyber, des offreurs de solutions cyber, justement pour vous aider à diagnostiquer, mettre en place une stratégie de renforcement. Et ces différents offreurs de solutions ont différentes compétences. Ça peut aller de l'analyse, de l'audit, du diagnostic jusqu'au déploiement très concret. Et ce sera disponible en fin 2025 et en téléchargement sur notre site web. Ensuite, donc on va passer la parole, je le disais, à Nicolas Policène pour la prise de conscience du risque cyber de l'Union des aéroports français. Et il va nous expliquer le lancement d'un diagnostic cyber. Et ensuite, on donnera la parole à Yves Le Floch, que vous connaissez peut-être, bien connu dans l'écosystème Actantis, qui nous présentera justement la méthodologie qu'il a déployée pour l'Union des aéroports français et pourquoi ça a été efficace. Et enfin, on va rentrer dans le concret avec la mise en œuvre des préconisations par l'Union des aéroports français, justement, et quid des résultats et le bilan tiré. Et bien sûr, comme d'habitude, vous êtes invités à poser vos questions par écrit, comme d'habitude, dans le module questions que seuls les participants, je rappelle, peuvent voir dans le menu GoToWebinar. Nous les poserons au fur et à mesure en fin d'intervention. Et ce WebTech durera 1 heure avec un replay disponible. Alors, je vais voir si on va mettre à disposition le replay, peut-être pas pour cette fois-ci, pour des raisons de confidentialité. Je vous en dirai plus. Voilà, je juste présente nos deux intervenants aujourd'hui. Donc, Yves Le Floch, dirigeant de Yves Le Floch Conseil, qui est expert cyber, d'ailleurs labellisé, référencé pour le dispositif européen Move to Digital, que vous connaissez aussi bien dans l'écosystème Actantis, qui permet d'accompagner toutes les PME vers une transformation digitale et notamment vers un accompagnement cyber, pour encore une fois augmenter, améliorer sa cyber-résilience. On va voir effectivement on va rentrer dans le concret, la méthodologie du diagnostic cyber, justement, implémentée par rapport à tous ces constats présentés par Nicolas et voir ensuite, par rapport à ce qui a été préconisé, on reviendra plus tard avec Nicolas sur la mise en œuvre et le bilan tiré. Bien, merci Fabienne. Donc effectivement, j'ai eu le privilège et l'honneur de réaliser ce diagnostic. Moi, c'est les mots que j'utilise, un diagnostic cyber au profit de l'UAF l'an dernier. Donc je vais vous en présenter la méthodologie. Je vais vous illustrer quelques livrables qui ressortent de ce diagnostic et qui sont souvent assez parlants pour les décideurs pour lesquels on travaille. Alors, je ne vais pas vous présenter le plan d'amélioration de la posture cyber. D'abord, Nicolas Policène vous en a parlé, et puis bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, évidemment. Un plan d'action, c'est un plan d'action.
Par contre, je vais illustrer effectivement les mesures de maturité, les analyses de risque. Juste un petit mot sur moi, mais je vais passer très vite là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que je réalise les diagnostics de cybersécurité pour Actantis, qui nous reçoit aujourd'hui, et pour Move2Digital, qui est l'organisation, ça s'appelle un European Digital Innovation Hub. C'est l'organisation dans la région sud, dans la région PACA, qui a été sélectionnée par l'Europe pour promouvoir et subventionner les diagnostics cyber pour les PME. Alors, qu'est-ce qu'un diagnostic cyber? Donc, un diagnostic cyber est une manière pour généralement une PME, parce que les grandes entreprises n'ont pas besoin de ça, pour une PME, en gros, de se mettre le pied à l'étrier et de lancer une démarche de renforcement de sa posture cyber. Donc, il est essentiellement composé de 3 parties. Donc, on a d'abord une analyse de maturité et de conformité, au titre de laquelle on va regarder les bonnes pratiques qui existent, alors qui peuvent être différentes. Hein. Des organisations assez grandes et assez matures auront une référence à la norme ISO 27000, par exemple. Hein. Des organisations plus petites vont souvent avoir une référence soit au guide d'hygiène informatique de l'ANSSI, soit même au guide de la cyber pour les PME, qui est composé essentiellement de 13 mesures. Donc, il faut trouver le bon référentiel. Et ensuite, on mesure la cohérence et la conformité à ce référentiel. On ne s'arrête pas à un référentiel de bonne pratique parce que de plus en plus, on a des obligations réglementaires. RGPD, bien sûr, qui s'applique à tout le monde, mais NIS 2 qui va arriver prochainement. Donc là encore, il faut mesurer si on a des gaps, des trous par rapport aux obligations réglementaires et je dirais même aux obligations contractuelles, parce que dans certains cas, vos clients ont des exigences de cybersécurité qui peuvent s'appliquer aux PME sur un ensemble de sujets et qui s'imposent. Et donc, il faut en vérifier la bonne application. Donc ça, c'est la première partie. Je vais illustrer à quoi ça ressemble dans une seconde. La deuxième partie du diagnostic cyber, c'est une analyse de risque. L'analyse de maturité a montré les insuffisances. L'analyse de risque, elle, va identifier les priorités. Parce que des insuffisances, on en trouve souvent beaucoup, généralement plusieurs dizaines. Et après, là-dedans, c'est compliqué. Il faut identifier les priorités. Donc l'analyse de risque permet d'identifier ces priorités en attribuant les insuffisances qu'on a identifiées à des risques business, des risques pour l'entité, ces enjeux business qui vont être différents évidemment d'une entité à l'autre. Donc pour ça, on identifie les enjeux business, les actifs informatiques ou pas qui supportent ces enjeux, et puis on élabore une cartographie des risques qui montre chacun des risques identifiés en termes de vraisemblance et de gravité. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans une seconde. Et ça permet à la fin d'identifier, de présenter aux dirigeants les priorités sur lesquelles il doit se focaliser. Et puis, la prestation se termine par un plan d'action, bien sûr avec des jalons, avec des responsabilités qui peuvent être attribuées aux prestataires IT, à la DSI s'il y en a une, mais aussi aux différents métiers, parce que un plan d'action n'est pas composé que d'actions techniques, loin de là. M. Poulsen le disait, il y a des actions de gouvernance, il y a des processus, il y a de la documentation, il y a des ressources humaines, il y a du juridique, etc., etc. Et il est très important qu'à la fin du diagnostic, quand le plan d'action est mis en œuvre dans les mois et années qui suivent, il soit très suivi par le dirigeant, parce que sinon, si le dirigeant ne s'implique pas, le plan d'action va avoir tendance à s'effilocher et à ne pas être réellement implémenté. Alors, sur l'analyse de maturité, à quoi ça ressemble? Alors, de manière assez classique, vous voyez ici sur un graphe radar, sur plusieurs axes que sont par exemple la gouvernance, les ressources humaines, la technique, protection physique. Encore une fois, ça peut dépendre de l'entreprise, cette projection. Vous voyez la maturité observée, qui est là en bleu, et la maturité souhaitable, qui est ici identifiée en rouge et qui, à mon avis, était d'un niveau 2. Alors, c'est une échelle qui en compte 5, donc on voit bien qu'en réalité, la plupart des PME françaises sont assez loin d'un idéal en matière de maturité, mais bon, c'est normal aussi. Et en tout cas, ce type de graphique permet de voir où il faut porter l'effort. Je précise tout de suite que pour cette figure, comme les autres que je vais montrer après, ne cherchez pas à les relier à l'UAF, ce n'est pas les vraies données de l'UAF que j'identifie et que je présente à tout le monde, c'est des données démarquées. Donc, n'essayez pas de relier ce que je vous présente au cas du diagnostic de l'UAF. Pour compléter ce graphique radar, on peut faire une analyse un petit peu plus précise sur les différents domaines, généralement assez techniques, qui sont liés à la cybersécurité.
Et puis, identifier, c'est assez parlant pour le dirigeant, les points forts et les points faibles, avec des choses qui sont bonnes, correctes, améliorables ou carrément insuffisantes, et qu'il faut corriger en priorité. Là encore, ne cherchez pas dans ce graphique la réalité de la situation de l'UEF, elle est complètement différente. Ce graphique-là a été pris sur un autre diagnostic. Donc ça, c'est l'analyse de maturité, d'où on déduit les insuffisances par rapport à un état de l'art et par rapport aux obligations qui se portent sur l'entreprise. Ensuite, l'analyse de risque. Donc la première chose, c'est d'identifier un certain nombre de risques numériques, alors qui peuvent aller jusqu'à épidémie, pandémie, ou alors être des risques très techniques par ailleurs, hein, le phishing, le ransomware, etc. Donc, évidemment, il faut identifier pour l'entité pour laquelle on travaille les risques qui sont pertinents pour elle, compte tenu de ces enjeux, compte tenu de sa situation. Donc là, je vous en ai mis un petit catalogue. En réalité, il y en a davantage que ça. Et les risques qui sont là, donc quand ils sont pertinents pour l'entreprise, on leur affecte pour chacun des risques une vraisemblance et un impact ou une gravité potentielle. Et ce qui permet, alors moi j'utilise une note sur 10 hein, pour chacun de ces axes, d'autres font différemment, vous pouvez avoir des notes sur 4, sur 6, enfin bon, peu importe. Et une fois qu'on a attribué à chacun de ces risques une note, on peut le positionner sur ce diagramme. Et dans ce diagramme, vous voyez apparaître bien sûr les risques les plus aigus, les plus importants en haut à droite, et ceux qui ont le moins besoin d'être traités en bas à gauche ou au milieu. Donc, vous avez des couleurs qui sont également mises en regard de l'importance de ces risques. Généralement, ici, on a une zone noire parce que s'il y a des risques qui sont tellement vraisemblables et tellement graves qui figurent dans ces colonnes-là, généralement, l'entreprise est déjà morte. Donc, bon, normalement, il n'y en a pas ici. Et voilà, on commence à voir là. Ça, c'est assez parlant pour le dirigeant parce qu'il peut immédiatement voir, alors, si vous prenez le risque numéro 12, donc ici, ce n'est pas de disque dur serveur, mais comme je vous l'ai dit, j'ai tout débarqué. Donc, c'était autre chose en réalité. Hein. Si vous prenez un risque qui est ici, bah, vous voyez immédiatement ce que c'est et vous avez immédiatement la conscience du niveau de priorité qu'il faut donner pour rétablir ce risque. Pour mitiger ce risque. Et justement, pour mitiger ce risque, eh bien, on a déduit un plan d'action, chaque risque faisant l'objet d'une ou plusieurs, généralement, mesures qui permettent de le réduire, soit en réduisant la vraisemblance, soit en réduisant la gravité et l'impact, et qui permettent donc de réduire fortement les risques pour l'entreprise. Je rajouterais que dans un diagnostic de ce genre, pour ma part, je fais systématiquement une sensibilisation du personnel également. Donc, c'est extrêmement important. Hein, c'est considéré comme une des actions les plus efficaces en termes de rapport coût-efficacité. Donc, systématiquement, une sensibilisation, si possible, de l'ensemble du personnel. Et puis, dans certains cas, on fait une analyse technique. Hein, ça va être fait effectivement dans le cas de l'UEF, qui permet d'identifier sur le dark web les identifiants qui traînent, qui sont relatifs à l'UEF, et qui donc peuvent être exploités à des fins de piratage, hein, tout simplement, où cette analyse technique permet aussi d'identifier soit les mauvaises configurations, soit les vulnérabilités de logiciels qui sont envoyés par l'entreprise. Et en l'occurrence, la vulnérabilité, on avait vu que le serveur sur lequel le site web résidait avait plusieurs versions de retard et même plusieurs années de retard, et donc ces mises à jour devenaient très urgentes. Alors, je ne vais pas vous donner d'exemple de plan d'action, hein, ça n'a pas forcément un grand intérêt. Mais moi, ma recommandation maintenant, c'est pour toutes les PME de mettre en place votre propre démarche cyber. Vous pouvez utiliser le type de diagnostic que je vous ai présenté. Un certain nombre des choses qui sont présentées ici peuvent se faire en interne à la société, pour autant qu'elles prennent un petit peu le temps de se renseigner en matière d'audit de maturité ou de conformité. Beaucoup de choses sont fournies gratuitement. Par exemple, vous pouvez trouver des ressources gratuites. Hein, donc, au prix de quelques efforts, on peut faire ça en interne d'un certain nombre de sociétés. L'analyse de risque est un petit peu plus difficile. Il faut quand même avoir des notions sur ce qu'est une analyse de risque et réussir à le faire. Mais là encore, si on y met un peu les moyens, ça peut se faire. Ou naturellement, les entreprises peuvent être accompagnées par un consultant, ce qui est parfois plus simple. Et puis, le plan d'action, naturellement, qui doit être documenté et bien suivi dans sa réalisation. Deux petites remarques pour conclure. D'abord, contrairement à ce que disent beaucoup de dirigeants de PME,
le fait d'être petit, ça ne vous protégera pas. Beaucoup pensent que parce qu'ils sont petits, parce qu'ils n'ont pas une renommée internationale, ils vont passer sous les radars. En réalité, la plupart des attaques cyber sont des attaques d'opportunité. C'est-à-dire que l'attaquant, quand il rentre dans un système, il ne sait même pas où il est. Il a simplement trouvé, alors soit en faisant des audits, des tests de scan, d'aller voir qu'est-ce qui est exposé sur Internet de la part de la société et voir s'il y a des vulnérabilités derrière. S'il y en a, il les exploite. Voilà, il ne sait même pas où il est initialement. Hein. Soit alors il aura été acheté des identifiants, des groupes identifiants mot de passe sur le dark web et il les aura testés et puis de temps en temps ça marche et ça entre. Donc ne croyez pas que le fait d'être petit ne puisse vous protéger. D'ailleurs, majorité, au moins la moitié, probablement nettement plus des attaques cyber portent sur des PME. La deuxième remarque, c'est que on peut faire beaucoup de progrès dans sa maturité cyber, dans sa posture cyber, sans y dépenser beaucoup d'argent. Alors, évidemment, si on a des enjeux importants, il va falloir se doter d'un certain nombre de solutions, voire de services managés qui vont coûter de l'argent. Mais si les enjeux ne sont pas très élevés, on peut faire beaucoup de choses en termes de gouvernance, en termes de processus, en termes de ressources humaines, en termes juridiques, sans que ça coûte grand-chose, si ce n'est bien sûr un petit peu d'énergie, un petit peu de détermination de la part du directeur. Donc voilà, j'en ai fini et naturellement, je répondrai à vos questions par la suite s'il y en a. Merci beaucoup, Monsieur Yves. Polisset, je vous repasse Merci. la parole. Je vais reprendre la main et on va passer aux questions, si vous voulez bien. Donc, Yves, je veux bien que tu ouvres ta caméra, si tu le veux bien. Voilà. Ok, merci beaucoup. J'ai quelques questions. Je vais de ce pas vous les poser. Alors, des questions concrètes et un peu plus stratégiques, positionnement par rapport à d'autres structures, effectivement, qui travaillent aussi sur la cyber. Et d'ailleurs, Yves, je compte sur toi, je pense, oui, pour répondre à certaines d'entre elles. Alors, question un peu plus concrète, on parle de sous. Hein. Quel a été le coût pour l'UAF de la mise en œuvre du plan d'action cyber? Question intéressante. Alors, on n'a pas, nous, fait le calcul et je ne peux pas vous donner un montant exact, mais c'est moins de 50 000 euros et une partie quand même de ces 50 000 euros, c'est la réfection du site. Donc, ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, un diagnostic cybersécurité, ça joue aussi un rôle d'accélérateur. J'en parlais pour les contrats qui ont été réactualisés. Il aurait dû l'être même sans un diagnostic cyber. Mais pareil pour la réflexion du site. De toute façon, le site, ça faisait 7-8 ans qu'il existait. Et donc, en fait, là, le diagnostic cyber et ses préconisations étaient un accélérateur sur la transformation du site. Donc, effectivement, ce sont des coûts récurrents parce une protection antivirus renforcée, le changement du routeur, les exigences supplémentaires, tout ça a un coût récurrent chaque année. Mais évidemment, si vous avez votre entreprise bloquée pendant plusieurs jours, ça coûte bien plus cher. Donc, ce sont des coûts qui sont certes là, mais qui sont, en termes de bénéfice-coût, je pense qu'il n'y a pas photo. Voilà, pour être clair. D'accord, ok. Et une Par question du exemple, registre. une entreprise comme une entreprise de vulnérabilité, une entreprise qui vous aide à identifier les vulnérabilités de vos systèmes, c'est 70 € par mois. Hein, c'est pas, voilà, pour donner un exemple concret. Pour rester sur cette même thématique, peut-être une question à Yves. Est-ce qu'il est facile de se lancer dans une démarche de diagnostic cyber et elle est complétée par combien cela coûte, justement, et combien de temps cela prend? Oui, alors c'est assez facile. Vous pouvez trouver sur tout le territoire des prestataires qui vont vous aider à le faire si vous ne voulez pas le faire en interne, hein, ce que je comprends très bien. Alors, adressez-vous plutôt à des entreprises, des prestataires de petite taille, voire des indépendants comme moi, parce que pour les grandes entreprises, moi j'ai travaillé 10 ans chez Capgemini, c'est un peu plus compliqué pour une très grande entreprise de traiter un diagnostic de quelques jours pour une PME ou une TPE. Donc, ils ne sont pas forcément bien appropriés, mais vous trouvez sur le territoire beaucoup de prestataires qui peuvent vous aider à le faire. Combien de temps ça prend? Ça représente quelques jours de prestation. Alors, voilà, ça va dépendre des cas, de ce qu'on fait exactement. Monsieur Policen l'a dit, au total, ça s'est déroulé sur 2 mois, même un peu moins de 2 mois si je me souviens bien. Le coût,
il va forcément dépendre un peu. Ce que je peux vous dire de précis, c'est dans la région sud, en région PACA, puisque là, l'organisme Move to Digital, dont on a parlé tout à l'heure, collecte des subventions de l'Union européenne pour favoriser ce type de démarche, et notamment les diagnostics cyber pour les PME. Donc, en l'occurrence, dans la région sud, le reste à charge pour l'entreprise est de 900 €. Donc, ce sont des actions qui sont lourdement subventionnées par les pouvoirs publics parce qu'elles sont simplement stratégiques. On s'attend à une massification des attaques avec l'intelligence artificielle et le fait de remonter le niveau de robustance cyber du tissu économique français et notamment des PME, c'est absolument essentiel pour la pérennité et pour la sécurité et je dirais, la prospérité de la France. Donc voilà, en région sud, 900 €. Ok. Une autre question qui est plus sur le ressenti, c'est intéressant, en interne, peut-être justement de ceux qui vivent cette contrainte aussi, hein, c'est aussi une contrainte quand même, ces audits cyber. Donc c'est plutôt à l'UAF cette question. Comment les prestataires informatiques de l'UAF, donc vos partenaires j'imagine, ont-ils vécu l'audit cyber? Alors, c'est une question intéressante parce qu'on avait des prestataires, et M. Le Floch l'a dit dans son rapport, qui étaient plutôt de bon niveau, mais ils étaient complètement passifs sur ces questions-là dans leur relation avec l'UAF. En fait, on n'en parlait pas. Et depuis le diagnostic, ils sont beaucoup plus proactifs avec des propositions très concrètes. Et par exemple, sur le cryptage des données, c'est eux qui m'ont relancé en disant, bah, tiens, il faudrait peut-être aujourd'hui passer au cryptage des données sur disque dur d'ordinateur. Donc en fait, c'est devenu aujourd'hui un sujet de discussion entre l'UAF et ses prestataires informatiques, et c'est devenu du coup un sujet de discussion et de sensibilisation. Maintenant, il joue aussi un rôle pédagogique vis-à-vis de nous pour notre protection cyber. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. On en a fait en fait des acteurs de notre propre cybersécurité, alors qu'ils étaient assez passifs jusqu'à présent. Ok, merci. Je peux peut-être apporter un petit complément de réponse aussi. Oui, vas-y. Dans mes premiers diagnostics, moi je craignais un peu effectivement d'être mal reçu par les prestataires qui diraient oula, c'est notre territoire, notre chasse gardée, venez pas nous embêter, etc. Et ce dont je me suis rendu compte, et à l'UAF comme dans les autres diagnostics que j'ai fait, c'est que c'est tout le contraire. En réalité, les prestataires, ils voient arriver un expert cyber de manière extrêmement bienveillante. Alors, on peut éventuellement leur faire remarquer qu'il y a des choses qu'ils pourraient mieux faire, certes, mais surtout, on met l'accent sur un certain nombre de choses qu'il faut faire. Et ils en sont plus ou moins conscients. C'est-à-dire que les recommandations qu'on fait, généralement, ils les partagent en réalité. Hein. Et ça leur donne l'occasion avec le client de mettre ce sujet à l'agenda. Et quelque part aussi, il ne faut pas se le cacher, de proposer des actions nouvelles, supplémentaires et peut-être de facturer un petit peu plus cher, comme M. Policet l'a dit tout à l'heure. Donc en réalité, il n'y a pas de problème avec les prestataires. Au contraire, ils voient généralement arriver ces diagnostics d'un œil tout à fait intéressé. Ok, merci. Une question par rapport effectivement aux différentes initiatives cyber qu'on peut voir hein, sur le territoire national notamment. Yves, tu en sais au moins autant que moi par rapport à ça. Donc comment l'UAF, donc ces aéroports, leurs sous-traitants, les prestataires cyber interfèrent avec les campus cyber. Donc le campus cyber national peut-être qui est effectivement en Île-de-France ou les campus cyber régionaux, hein, on en a 4 en région sud notamment, mais aussi les CCIRT, hein, les CCIRT qui sont les… il y a un autre nom, je crois, Yves, pour les CCIRT, non? Centre de premier niveau. Les CCIRT, c'est pareil. Hein. Pardon? Les CCIRT, c'est pareil. Ah d'accord, les CCIRT et les CERT, c'est pareil, d'accord. Donc en fait, toutes ces initiatives ont été faites justement pour sensibiliser, pour informer les différents publics, les différentes PME. Donc comment est-ce que effectivement, voilà, l'UAF se positionne par rapport à ces initiatives, mais aussi finalement, Yves, comment est-ce que le Floch Conseil se positionne, puisque tu connais très bien ce sujet? Nous, c'est très clair. Hein, l'UAF, on a été un des acteurs de la création du CERT Aviation, qui a été voulu par la Direction générale de l'aviation civile, donc qui est ce centre
voilà, de réponse à incidents, cet espace de partage des informations cyber. Donc, il était important effectivement que ce CERT aviation existe parce qu'il y a des spécificités aviation que ne Ça, c'est peuvent pas important. traiter, C'est par exemple, important. les CERT C'est régionaux. important. Donc, Mm. voilà. Et en même temps, le CERT aviation, ça sert beaucoup aux PME, TPE, parce que, bon, par exemple, dans le secteur aéroportuaire, vous avez des grands groupes comme le groupe Vinci Airport. Le groupe Vinci Airport peut s'appuyer sur le CERT Vinci, si je puis dire. Vous avez un CERT aussi pour Aéroport de Paris, mais dès que vous êtes dans des sociétés d'exploitation aéroportuaire qui sont des PME, des TPE, à part les CERT régionaux ou les CERT régionaux, puisque c'est le même terme, il y a peu de relais. Donc, le CERT Aviation a vraiment vocation à être ce centre de réflexion et de réponse à incidents pour l'ensemble de la filière aviation, parce que je parle des aéroports, mais la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers est également dans le CERT Aviation. Et donc, c'est une réponse effectivement en cas d'incident. Donc, vous n'avez pas eu, l'UAF, vous n'avez pas eu à utiliser le CERT Aviation pour le moment, puisque vous n'avez pas eu d'incident encore. Alors, pour l'instant, nous, on n'a pas eu d'incident. Cela dit, le CERT Aviation, par exemple, nous a déjà contactés parce que notre site n'était plus accessible. Alors, il se trouve que c'est un problème technique, ce n'était pas une D'accord. cyberattaque, mais du coup, ils surveillent particulièrement les acteurs du secteur, dont l'UEF. Donc, si on avait un problème, on peut aussi s'appuyer sur le CERT Aviation, parce qu'on est membre fondateur, mais également, d'une certaine manière, client. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que comme on y a adhéré, pour nos petits, ça leur permet d'accéder gratuitement aux services de base. Donc ça, c'est aussi Bien une sûr. manière d'entraîner les TPE dans ces problématiques cyber, parce que bon, il y a quand même une problématique coût. Et donc là, ça leur permet de bénéficier de ces services-là. En revanche, pour les services premium, par exemple, réponse à incident immédiate, ils ont le service. En revanche, s'il faut se faire accompagner pendant plusieurs jours pour remédier à la question de la cyberattaque ou aux conséquences de la cyberattaque, là, c'est un service premium. D'accord, ok, merci. Yves, tu veux compléter ou ça va? Non? Oui, alors donc les CERT ou ces CIRT, il y en a qui sont régionaux, il y en a un en région sud, il est à Toulon. Il y en a qui sont métiers. Le CERT Aviation, on est un bon exemple, et il y en a d'autres dans notre métier. Donc les acteurs économiques ont tout intérêt à adhérer et en tout cas à être proches, soit d'un CERT métier, s'ils ont un métier fort avec des spécificités, c'est le cas de l'aviation, soit à adhérer à un CERT régional avec lequel ils vont être en relation avec des acteurs qu'ils vont pouvoir rencontrer physiquement. Donc, si vous n'avez pas de fortes caractéristiques métiers, eh bien, le mieux est d'adhérer à son CECIRT régional. Pour ma part, je suis membre, je suis partenaire du CECIRT Urgence Sud, qui est le CECIRT de Toulon, non pas pour la remédiation, ce n'est pas un métier que j'exerce, mais pour la prévention et pour aider les sociétés à éviter de se retrouver dans ces situations. Tu parlais des campus cyber, donc il y a aussi un certain nombre de campus cyber. Bon, moi, je suis membre du campus cyber de Marseille. Hein. Alors, c'est pas la même chose. L'intérêt des campus cyber, c'est d'être plongé dans une communauté de gens intéressés par la cyber. Vous avez des offreurs de services ou de solutions, mais vous avez aussi des utilisateurs, des gens avec qui chacun peut partager des bonnes pratiques. Et j'ai oublié une chose pour les CERT et les CECIRT, c'est qu'ils ont une fonction de veille. M. Policet en a parlé. C'est très important. Vous serez alerté des vulnérabilités, des attaques éventuellement par ce CERT ou ce CECIRT, et c'est très important pour vous. D'accord. Alors, une autre question aussi assez concrète. Si on a déjà entrepris une démarche ISO 27001, est-ce qu'un audit cyber après la mise en place d'un plan de prévention des risques est également aidé dans la région? Je vais peut-être prendre cette question. Si on a déjà pris une démarche ISO 27001. Alors, la norme ISO 27001 est beaucoup plus complète que les normes qu'on utilise habituellement dans les diagnostics cyber. Pour vous donner une idée, il y a près d'une centaine de mesures de recommandations techniques et plusieurs dizaines de recommandations d'ordre fonctionnel. Donc, une entreprise qui a déjà mis en place une démarche ISO 27001, c'est-à-dire la mise en place d'un SMSI, système de management de la sécurité de l'information, est généralement bien plus avancée sur la maturité cyber que l'exemple d'une PME qui n'a pas de démarche particulière.
Donc, si elle aboutit, si sa démarche ISO 27001 a abouti, c'est-à-dire qu'elle est certifiée ISO 27001, le diagnostic ne s'impose pas du tout. Après, dans le SMSI, il y a des pratiques de gouvernance et de revue régulière. C'est le Plan Do Check Act qui fait qu'on revient régulièrement sur les pratiques, on les améliore en continu. Donc, il n'y a pas besoin de diagnostic cyber. En revanche, pour se lancer dans une démarche quand on part de rien, avant d'en arriver à l'artillerie lourde que sont des audits 27001, etc., le diagnostic est une bonne façon de mettre le pied à l'étrier. Ok, alors une question aussi qui pourrait être un potentiel client pour toi, Yves. Est-ce que vous prenez en compte l'analyse de la cybersécurité des installations aéroportuaires, des systèmes automatisés, notamment pour la conformité avec l'ANSSI, puisque les aéroports sont des sites sensibles, et le CRA, la fameuse réglementation Cyber Security Resilience Act européen, qui sera applicable en 2027. Est-ce que effectivement le FLOC Conseil accompagne ses clients sur ce type d'analyse? Alors, ça ne fait pas partie des diagnostics tels qu'ils sont aujourd'hui promus et financés et subventionnés, en tout cas par Move to Digital ou par l'Union européenne en général. Parce que c'est des choses beaucoup plus spécialisées. Il faut passer beaucoup plus de temps à aller voir la sécurité des systèmes cyberphysiques, etc. Donc, ça ne fait pas partie du diagnostic type tel que je l'ai expliqué et tel qu'on l'a fait au niveau de l'UEF. C'est des choses beaucoup plus spécialisées qui vont généralement demander du temps et des compétences assez pointues, notamment dès qu'on parle de systèmes automatisés. Donc voilà, c'est des extensions à un diagnostic qui ne sont pas dans la prestation habituelle. D'accord, ok. Écoutez, merci beaucoup. C'était passionnant. Je vous remercie. Je rappelle juste quelques prochains événements où vous êtes invités. Une conférence justement IoT et cyber le 21 octobre, mardi prochain, à Montpellier avec Aerospace Valley et le CFM. On parlera également aussi de cyber, notamment avec Colas aussi, dans le BTP et la route du futur. Le Tech Lab Day le 20 novembre qui est reçu à Montpellier, les rencontres du spatial, donc très filière spatiale avec le pôle SAFE qui aura lieu au Palais des Festivals à Cannes, avec justement un film aussi sur le spatial en introduction de cette journée. Et puis nous serons, Actantis sera avec 4 de ses membres au Forum Innovation Défense, au FID, à Paris, du 27 au 29 novembre. Voilà. Et puis le prochain webinaire, si vous voulez, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine, c'est sur tous les appels à projets et les dispositifs de financement disponibles en ce moment sur nos thématiques, donc qui peuvent vous aider, encore une fois, à monter des projets, à vous accompagner, diminuer les risques ou trouver des partenaires. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur ce webinaire si intéressé. Voilà, je vous remercie beaucoup, Nicolas, Yves, et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Merci Fabienne. Au revoir, bonne journée.